Paris, la Tour Eiffel, la Seine, le Louvre, le métro, le Marais. Oui, je me dirige tout de suite dans le cœur du judaïsme parisien. Aujourd'hui, même si une grosse partie de la communauté juive a déménagé dans d'autres arrondissements, il est encore le lieu de la mémoire et de la transmission. Pour cette raison, j'ai voulu rencontrer la personne qui est la mémoire de ce quartier. Un homme qui, avec sa famille, a fait vivre la communauté juive du Marais. Il s'appelle Claude Journon. C'est le dernier des Mohicans. Alors, à un moment où les Juifs étaient très assimilés à la culture socialiste, dirons-nous, que les socialistes me pardonnent, il y avait à la mode le café. Le café, c'était un endroit, le café qui porte plusieurs noms en français, le bistrot, le troquet. C'était un endroit où l'aristocratie, on va dire intellectuelle, se réunissait. Alors il y avait le café des Flores, le café de la Paix, la Rhumerie. Et un jour, avec mon épouse, on a vu un petit bougnac qui était à vendre. Et on a dit, tiens chérie, ça serait bien si on ouvrait un café juif. Alors, au Café des Psaumes, le vendredi, on était tellement habitués à recevoir des gens la semaine. Alors on a décidé avec Françoise de recevoir gratuitement des gens qui étaient seuls un petit peu. C'est des grands Shabbatot. C'était magnifique, magnifique. Alors il nous arrivait une chose assez extraordinaire, il faut le dire, c'est qu'à un moment, la ville de Paris nous a fait une procédure pour nous expulser. Parce qu'il faut dire qu'au Café des Psaumes, tous les soirs, au sous-sol, le Rav Pachter, Zatzal, donnait des cours de pensée juive. Et ça avait beaucoup de succès. Beaucoup, beaucoup de succès. Et un jour, la ville nous a fait une procédure en nous reprochant nos pauvres du vendredi soir et leurs chants. Assez incroyable. Et d'ailleurs, dans la plainte que la ville a faite, c'est écrit. Le juge a reçu une plainte. Monsieur et Madame Journon et leurs pauvres du vendredi soir. Incroyable. C'est quoi le Marais pour toi, le Marais? Le Marais, tu veux le secret du Marais? Ouais. Le Marais, c'est un espace dans toutes les villes qu'on donnait aux Juifs. Pourquoi on l'appelait le Marais? Parce qu'il était chargé d'eau dans les sous-sols. Ouais. Donc pour construire une maison, il fallait la sécher. Ça coûtait énormément d'argent. C'était plein de rats et de... Donc c'était sale. Donc c'était difficile de construire dessus. Alors, qui mieux que les Juifs étaient capables de donner de la valeur? Et c'est devenu, suite à ce travail qui a été fait sur ce marécage, parce que quand tu dis marais, n'oublie pas de dire marécage, et ben c'est devenu le quartier le plus huppé de Paris. Parce que le travail de l'homme l'a valorisé. Et si tu vas en Espagne, si tu vas au Portugal, si tu veux savoir où est le quartier juif, tu demandes le quartier du Marais dans la langue du pays et tu trouveras les Juifs. Mais le Marais de Paris, ici où on est, donc c'est un quartier vraiment juif? Bien sûr, ça faisait partie de l'enceinte du roi, je ne sais plus comment il s'appelait, qui interdisait aux Juifs de dépasser cette limite. Et il y a encore un vestige de cette enceinte. Mais il y avait des magasins, il y avait tout à l'époque. C'est de la folie. C'est dans ce quartier que les Juifs ont inauguré un espace nouveau. C'est quoi cet espace nouveau? Dans les porches. Parce qu'avant, la plupart des immeubles avaient des porches où les calèches rentraient avec les chevaux. Alors quand les chevaux ont disparu, les Juifs ont loué ou acheté la moitié du porche. Et ils ont construit des boutiques. Et il y a des boutiques de 8 mètres, 10 mètres, mais qui se vendaient une fortune. Une âme juive, une âme du Marais. Ce Marais qui est toujours vivant grâce au travail des personnes comme Claude. Et comme lui, il y en a plusieurs. Et je vais tout de suite à la rencontre d'une autre âme de ce petit Pletzel.
que ça veut dire petite place en yiddish, le rabbin Alan Levy. Bonjour Rav Levy. Je suis finalement au 25 rue des Rosiers, que c'est pas seulement Beth Knesset, pour moi c'est un peu la maison. Et je veux connaître un peu l'histoire de cette synagogue, la faire découvrir donc le quartier aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le 25 rue des Rosiers? C'était une des synagogues refuges lorsque les Juifs d'Europe de l'Est fuyaient les pogroms, et que ce soit en Pologne, en Ukraine ou en Russie. Ils se retrouvaient ici parce que c'est ici qu'on parlait yiddish, ce qu'on appelle le quartier qu'on appelle le Pletzel. C'était le Pletzel, une petite place où tout le monde se retrouvait. Et il y a comme ça plusieurs synagogues, mais ici c'était donc une des synagogues emblématiques où les chassidim se retrouvaient, donc comme ils parlaient entre eux, etc. Ouais. Et la synagogue a à peu près 100 ans maintenant. Au départ, donc c'était Noussar, c'est-à-dire le canon chassidique, Sfard. Il y a eu ici plusieurs grands rabbanim, entre autres celui qu'on appelle Rabbi Tzikel, qui était qu'on appelle de Pcherborsk, qui avait été réfugié en Sibérie pendant la guerre, comme plusieurs familles qui sont revenues ensuite après la guerre ici, qui avaient été chassées par Staline en Sibérie, et que donc ces Juifs-là, il y en a qui le vénéraient, parce qu'il leur avait sauvé la vie. Et donc après la guerre, il est revenu ici, il priait ici à cette place pendant quelques années, puis ensuite il est parti à Anvers, où il a fondé la grande communauté de Pcherborsk, communauté chassidique, donc il a continué avec son gendre Reb Yankel, et ainsi de suite. C'est toute une dynastie, un peu de Pcherborsk. Parmi les grands tzaddiks dans cette synagogue au 17 rue des Rosiers, a étudié et prié Menachem Mendel Schneerson, le rabbi de Lubavitch. Il se partageait entre le 17 rue des Rosiers, qui est une autre synagogue ancienne, et le 25. On dit que le 25, avant la guerre, alors qu'il était étudiant en Sorbonne, il priait entre autres ici. On raconte qu'un Simchat Torah, il avait passé ici, il avait dansé pendant 3 heures sur Ala Selahach avec donc Chassidim. Et ensuite, après la guerre, lorsqu'il est venu rechercher sa mère, il donnait cours, on dit ici, et tous les Chassidim qui étaient encore assez nombreux à ce moment-là à Paris venaient l'écouter. Le Rav Lachoul, c'était le Rav Mechelraï, j'ai une photo ici, qui était le Moël attitré de toute la communauté chassidique et religieuse de Paris, tout le monde le connaissait. Il était aussi chochet pour les poulets de Rav Rothenberg. Et c'était le Rav ici, il était chazan à une autre synagogue pour Shabbat à rue Bafroy. Et aujourd'hui, la communauté est vivante quand même ici. Oui, mais ça a changé évidemment. Au départ, c'était des chassidim. Et Sfard, maintenant c'est moitié-moitié, et même comme c'est la situation en France, moitié Sfarad, moitié Ashkenaz. Mais le rite est resté par contre Sfard. Par contre le rite Sfard, ce qui a l'avantage de pouvoir un peu réunir tout le monde. Le quartier, parlant pas seulement de la je sais qu'il y a une autre Schule, Fleischmann, on dit. Elle est aussi ancienne que... Fleischmann, c'était aussi avant la guerre. On a des photos parce que là-bas, Fleischmann, c'est connu qu'il y avait un Talmud Torah pour les enfants qui fonctionnait tous les jours. C'est-à-dire les enfants qui, après l'école, comme c'était le cas en Afrique du Nord, ce qu'on appelle le Koutab, ils venaient étudier avec un rabbin. On a des photos avec un rabbin à Fleischmann. Et c'est resté la fondation Fleischmann qui date à peu près, d'avant-guerre aussi, peut-être un peu plus tard. Et il y avait beaucoup de commerces ici. Une fois, c'était vraiment le quartier juif ici. Le quartier, on venait acheter tous les produits cachers, la viande, etc. C'était ici le centre. On venait de tout Paris, de toute la couronne parisienne. Les banlieues venaient ici. Malheureusement, ça a changé maintenant. C'est devenu un quartier touristique avec des commerces de luxe. Et par contre, il y a, grâce à Dieu, encore rue Pavée, donc la synagogue... Il reste la grande synagogue de la rue Pavée qui date de 1913-1914, juste avant la guerre, qui avait été construite par des Juifs russes
et aussi par un architecte très connu qui s'appelle Hector Guimard, qui était aussi l'architecte du métro, qui avait des contacts par sa femme dans la communauté juive, et voilà, qui a construit cette synagogue. Et il y a encore quelques synagogues qui restent, donc le 17 rue des Rosiers, qui est devenu Chabad, qui est une synagogue très ancienne. On dit qu'elle date depuis la Révolution. C'est la légende. Donc c'est devenu Chabad, ce n'était pas le cas au départ. Et donc le 25 ici, il y a d'autres synagogues, Fleischmann en a parlé. Il y en a encore une autre, un peu plus loin, elle s'appelle rue Bourg-Tibourg, près de l'hôtel de ville, qui était tenu par un francforter qui a été déporté malheureusement en 1942. Mais on dit que le fameux Chouchani. Oui, Chouchani, bien sûr. Donnait ses cours après la guerre là-bas, dans cette synagogue de Bourg-Tibourg, que on pouvait aller le matin. Là. Et c'est là que Elie Wiesel, Lévinas et d'autres se retrouvaient. ont écouté ses chiots et ses cours. Et il y avait à toute heure du jour et de la nuit, il y avait un minyan. Et il y avait même un minyan dans cette petite chambre qui n'était pas son aménagée. Dans cette petite choule, synagogue, il y a aussi des livres qui témoignent et racontent l'histoire atroce de la Shoah. Donc là, c'est les Selichot. Appartenant à un juif de la communauté d'Auschwitz. Je m'excuse parce que ça veut dire Osevim, c'est le nom polonais d'Auschwitz. Petzraïm, dans le portrait là, il y a un riche américain qui était passage, là-bas c'est à Radin, en Lituanie, et il passe chez le Petzraïm. Il dit comment c'est possible, le gars d'Olador, il vit dans une chaumière comme ça, parce que très, très simple. Il dit, mais vous, où est-ce que vous êtes actuellement? Il pense aux touristes. Il dit, moi, je suis dans un hôtel. Comment c'est? Bon, c'est très simple. Il dit, mais je suis que de passage. Alors, le Petzraïm dit, moi aussi, je suis que de passage. Nous sommes tous de passage, c'est vrai, des touristes dans ce monde que Dieu nous a donné. À nous de passer des bonnes vacances. Bon, pour la petite histoire, on raconte qu'au début de la guerre, les Allemands venaient ici pour changer l'argent. Au début de la guerre. Ah, ici? Comme ça, on raconte. Et pour la petite histoire, une fois quelqu'un a claqué la porte, c'est là, cette petite porte, et il y a une pluie de dollars qui est tombée de derrière le tableau. Et ça, c'était malheureusement, c'était au début de la guerre. Vous savez, au début de la guerre, en 40-41, les Allemands étaient là et personne ne se doutait à ce moment-là de ce qui allait arriver. Et j'ai eu une école publique à côté qui était fermée le samedi. Parce que tous les élèves, 90% étaient juifs. Pratiquement. C'était une école de la mairie? Publique. Ah, publique. Mais il y avait tellement de juifs dans le quartier qu'ils fermaient le Shabbat. Et donc l'école était fermée le Shabbat. Et le directeur n'était pas juif, mais il a été juge des nations, puisqu'il a sauvé plusieurs enfants. Mais n'empêche que la place maintenant qui était placée, elle s'appelle l'Esplanade des 260 enfants. Il y a eu 260 enfants de cette école qui ont été déportés. Récemment, les écoles, elles font des efforts, elles font des cérémonies à la mémoire de ces enfants. Par exemple, les directeurs, on regarde dans les registres et constatent qu'à un moment, les noms disparaissent. Et donc, il y a des directeurs qui font des recherches. Et en particulier, cette école-là, elle fait une commémoration pour les enfants. À ce moment-là, à tous les enfants, il y a toutes sortes d'enfants, chinois, noirs, ils ont appris chacun le nom de 4 ou 5 enfants avec des noms polonais imprononçables. Vous avez été les petits enfants de la République aujourd'hui qui ont appris 4 noms par cœur et ils ont cité le nom des 260 enfants. Et ensuite, ils chantent en yiddish. Voilà, je filme les copains de... Ah, magnifique. Le cours Ravledi, ça c'est le shiur de dimanche, non? Oui, voilà. C'est bien. On a terminé d'étudier quoi? La Mishnah de... Pirkei Avot, mais sur la parole. Dibour. Sur la parole. Inyan ha-dibour. Voilà. Pas sur l'image, sur la parole. La parole, bon. Voilà, ça c'est ma maison. Est arrivé le moment de quitter ma maison et je me dirige dans la maison de la culture juive, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, le MAJ.
Bonjour Claire. Bonjour Yitzhak. Nous sommes à Paris, là au musée du judaïsme, de l'art. Alors d'art et d'histoire du judaïsme. Voilà, un lieu très important pour l'histoire, pas seulement de Paris, je dis, parce que c'est un patrimoine mondial. Exactement, c'est une des caractéristiques de notre musée, un des rares au monde à présenter des collections quasiment du monde entier. Ce musée, alors déjà où il est dans un magnifique hôtel particulier du XVIIe siècle qui se trouve dans le Marais et qui est un quartier où il y a eu des Juifs à l'époque médiévale et il y en a eu aussi dès la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est un quartier qui a une histoire juive et le musée lui-même, il a ouvert en 1998. Donc c'est assez récent. On peut dire que la France était en retard pour avoir un musée de cette importance. Donc là, on voit en fait, quand on parcourt toutes les salles, il y a l'histoire. On a des collections très importantes, par exemple sur l'Italie, sur Amsterdam, l'Afrique du Nord, enfin sur différentes régions. Mais on a l'intention aussi d'accentuer tout ce qui concerne la France, puisqu'on est le seul musée qui puisse en fait raconter cette histoire des origines à nos jours. Donc en fait, dans ce parcours, on traite vraiment de l'histoire des Juifs de la fin de l'Antiquité à nos jours, et à la fois en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, par exemple Italie, Amsterdam, et puis aussi une des particularités, c'est qu'on a beaucoup d'objets qui concernent le contour méditerranéen, donc tous les pays d'Afrique du Nord, mais aussi l'ancien Empire ottoman, enfin des collections donc assez importantes aussi sur tous ces pays. Pour rentrer dans les détails du musée, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le musée? J'ai vu comme aussi dans une salle très belle, très importante, avec des pierres tombales très anciennes. Tout à fait. Alors c'est un musée donc qui présente des œuvres, des objets, des œuvres d'art. Donc ça c'est vraiment important et d'insister sur l'importance de ce contact avec des œuvres originales. Et effectivement, donc ici, on a un ensemble extraordinaire donc de stèles qui proviennent d'un cimetière parisien de l'époque médiévale et qui a été redécouvert en 1849 lors de travaux et qui est l'ensemble le plus important qu'on ait en France, puisqu'on a, je crois, à peu près 70 fragments, ce qui est énorme. Des stèles des 12e et 13e siècles, puisque c'est un cimetière qui a été abandonné au moment de l'expulsion de 1306. Mais t'es vraiment dans Paris, dans la ville de Paris? Exactement, dans Paris, sur la rive sud, donc à peu près au niveau si on peut dire, carrefour du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel, vraiment dans ce quartier-là. Donc c'était un quartier juif à l'époque, on peut imaginer. C'est-à-dire que il y a des Juifs à Paris très tôt, donc d'abord sur l'île de la Cité, puis rive sud, et puis plus tard sur la rive nord. Voilà, donc on a eu plusieurs quartiers juifs successifs, plusieurs cimetières, plusieurs synagogues, mais on a vraiment une riche histoire à Paris. Un certain nombre de chefs-d'œuvre, d'œuvres absolument magnifiques, dont cette arche sainte de Modène, qui est un objet vraiment extraordinaire et très rare, et qui provient donc de la collection rassemblée par Isaac Strauss, qui était un chef d'orchestre du 19e siècle, qui a donc fait des collectes extrêmement tôt, et ces collections ont été rachetées par Charlotte de Rothschild, qui a voulu les donner à l'État français, et qui, après être passé par le Musée national du Moyen-Âge, l'actuel musée de Cluny, se trouve donc aujourd'hui... Il date de quelle époque? Alors cette arche sainte, elle date de 1472, donc c'est vraiment très tôt, au XVe siècle, et on est à la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, et c'est un meuble, en plus on peut voir par sa qualité, qu'il a été réalisé par les meilleurs artisans de l'époque, donc des artisans qui n'étaient pas juifs, et qui travaillaient aussi pour les princes et les grandes familles italiennes de la région. La souka, c'est un objet extraordinaire, également très rare, et en plus qui, pour l'histoire du musée, est vraiment important, parce que c'est le premier objet acheté pour le mage au musée, donc le numéro 1 de l'inventaire. Donc c'est une cabane qui vient de la région du lac de Constance, qui date du milieu du 19e siècle. Et pour la petite histoire, il manquait une planche, et cette planche, nous avons pu la retrouver il y a à peu près 3 ans, et donc elle a pu retrouver sa place dans la cabane. Donc c'est vraiment une belle histoire. Et effectivement, c'est un des chefs-d'œuvre du musée. C'est bien parce que la première chose que vous mettez, c'est une souka, donc c'est une habitation. C'est magnifique. Donc, Et puis sur sa symbolique aussi, c'est très beau. Vous avez vu cette vue de Jérusalem qui se prolonge par des collines et un petit village des bords du lac de Constance. Donc un très bel objet, et puis un objet vraiment rarissime aujourd'hui. Je crois qu'il y a qu'au musée d'Israël où on peut avoir une cabane équivalente. Et donc l'activité
Alors l'activité du musée, elle est vraiment diverse. Hein. Donc on a effectivement le parcours permanent, avec un public qui est à la fois français mais aussi étranger. On a pas mal notamment d'Américains ou d'Israéliens qui viennent. On a aussi beaucoup d'accrochages et d'expositions temporaires qui nous permettent de traiter des sujets qu'on ne pourrait pas aborder autrement dans les collections. Et à peu près combien d'objets sont présents ici? Alors on a à peu près 30 000 objets, permanents dans les collections, oui. Et on a aussi des fonds d'archives, la bibliothèque. Donc effectivement, c'est assez important, mais bien entendu, on ne présente pas tout en permanence, donc on présente environ 600 objets avec des rotations. Hein. On fait tourner les collections. Et vous avez un important fonds Dreyfus ici. Tout à fait. On a plusieurs milliers d'objets, notamment, je crois, 3400 pièces qui ont été données par la famille Dreyfus. Donc c'est vraiment un fonds très important pour la recherche et qu'on enrichit aussi régulièrement, puisque c'est vraiment un épisode majeur à la fois dans l'histoire de France, mais aussi, on peut dire, mondial. Dans l'histoire de... Exactement. Absolument. Voilà, donc c'est effectivement un des points forts du musée. Quelle richesse! Il faudrait rester une semaine pour voir tout le patrimoine de ce musée. Mais il est arrivé le temps de découvrir les trésors de Paris, ces synagogues. Et j'ai la chance de rencontrer l'expert numéro 1 de France, Dominique Jaracé. Un aspect très important des synagogues, c'est justement l'aspect extérieur. Absolument. La façade, effectivement, parce que pendant longtemps, les oratoires étaient cachés, mais même les synagogues étaient cachées. Alors, après la Révolution, évidemment, il y a une sorte de tolérance qui fait qu'on peut... Mais la première synagogue de la rue de Nazareth, celle qui est inaugurée en 1822, il n'y a aucun signe distinctif sur la rue. Alors qu'à Bordeaux, par exemple, en 1812, là on est en pleine période napoléonienne, on inaugure une synagogue sur laquelle, sur la façade de laquelle il y a toute une série de symboles. L'étape de la loi, les 12 palmes pour les tribus, même le bonnet du grand prêtre est représenté. Alors c'est une synagogue malheureusement qui a disparu. Mais c'est très symbolique parce que les Juifs de Bordeaux sont déjà complètement intégrés à la société bordelaise, alors qu'à Paris, les Juifs ils commencent seulement à émerger un petit peu. D'ailleurs, ils mettent 10 ans de plus pour faire leur synagogue, leur première grande synagogue, les Parisiens, vous voyez. Et donc, il y a là, je dirais, un enjeu crucial. Et si, par exemple, la synagogue de la rue de la Victoire n'est pas sur une grande rue ou sur un carrefour, eh bien, c'est typique un peu de la situation des synagogues parisiennes. L'autre grande synagogue qui est construite aussi par décision d'Haussmann sous le Second Empire, c'est la synagogue de la rue des Tournelles. Elle est microscopique, la rue des Tournelles. On est en plein marais. On ne peut pas arriver à photographier la synagogue. Tellement elle est monumentale, mais sur une toute petite rue. Donc il y a quand même bien une forme de réticence, il faut le dire, à ce que la synagogue prenne une place dans l'espace public trop imposante. Mais c'est aussi parfois une démarche de discrétion voulue par les communautés. Il n'est pas rare qu'ils souhaitent rester en quelque sorte, alors ne parlons pas dans les années 1890, quand il y aura l'affaire Dreyfus et la montée de l'antisémitisme, mais même déjà avant, il y a souvent un désir de discrétion. Pour autant, il s'agit de faire un bâtiment public. Donc, il doit avoir une façade sur rue et représenter. C'est pour ça que les synagogues sont si monumentales. C'est pour représenter la place du judaïsme dans la société, de la synagogue dans la cité. C'est très symbolique. Donc, c'est pour ça qu'on recourt quand même à une architecture monumentale. Les synagogues sont la maison d'études et de prières des Juifs. Et donc, je vais rencontrer les rabbins. Bonjour Rav Chaim Torjman, je suis ici à Paris dans votre synagogue, la synagogue de Nazareth, une synagogue importante. Pour quelles raisons d'abord? D'abord, Nazareth est la synagogue la plus ancienne de Paris, dans la mesure où en 1819, après bien sûr la création du consistoire, il y a eu la restauration de la monarchie, et on a construit la première synagogue à Paris. Et pourquoi c'est la première synagogue? Parce que pendant plusieurs siècles, les Juifs n'étaient pas autorisés à vivre de façon officielle. D'ailleurs, il n'y avait que 5000 Juifs à Paris. À ce moment-là, c'était qu'une élite qui était autorisée à y vivre. Et par la suite, donc, la communauté juive a pu venir, puis dès l'instant où ils ont eu la citoyenneté française, et ils ont pu s'installer sans difficulté. Il y a une petite anecdote très intéressante. C'est celle de Napoléon. Lorsqu'il a réuni le Grand Sanhédrin, il a fait plancher l'ensemble des rabbinim et des notables sur la problématique de Dina de Malchuta Dina, c'est-à-dire la loi du pays fait force de loi. Et parmi ces décrets infâmes, il a après voulu ratifier
en réunissant le Grand Sanhédrin en Shabbat. Mais je crois que c'est Rabbi David Sinsheim qui l'a dit. Il est impossible pour nous de venir le Shabbat. Mais il dit, vous avez bien dit que Dina de Malchuta Dina, que la loi du pays fait force de loi. À ce moment-là, Rabbi David Sinsheim a dit, il y a marqué dans la Torah qu'il est Kartov Natati Lachem, Torati al Ta'azovu. Shlomo HaMelech a dit, je vous ai donné une doctrine précieuse, ma Torah, ne l'abandonnez pas. Et les Kartov, c'est la traduction Bonaparte. Donc, mais la Torah, il ne faut pas l'abandonner. Et c'est ainsi qu'ils ont pu échapper à cette signature le jour du Shabbat. On est dans la synagogue de Nazareth à Paris, à côté de la place de la République, et tu es un expert, l'expert des synagogues de France, de Paris. Et donc, justement, on est dans la synagogue. Je veux savoir quelque chose, un peu d'histoire sur cet lieu. Oui, alors il faut comprendre que justement, rue Notre-Dame de Nazareth, on est dans le Marais. Ouais. C'est très important puisque c'est un peu le quartier d'origine des Juifs à Paris lorsqu'ils se réinstallent après la Révolution. Et c'est d'ailleurs ici qu'est construite la première synagogue consistoriale avec une ordonnance de 1819 à cet endroit. Mais cette synagogue étant assez mal construite, mal commode parce qu'elle avait de gros piliers, la communauté décide de reconstruire la synagogue. Nous sommes à la fin des années 1840. Mais il y a un projet parallèle qui est très intéressant pour montrer l'évolution sociale de la communauté. C'est que le baron de Rothschild, qui, c'est bien connu, habite rue Lafitte dans le 9e arrondissement, suggère au contraire de déplacer la grande synagogue parisienne pour qu'elle ait aussi plus de place et plus de décorum dans le 9e. Et il demande même un projet à un architecte allemand très prestigieux qui s'appelle Gottfried Semper. Donc une certaine opposition entre ces deux projets. Le consistoire, lui, a envie de rester là et on demande à l'architecte, justement, pour gagner de la place, d'utiliser une structure métallique. Et ça, c'était très intéressant car nous sommes dans les fin des années 1840-1850. Dans un édifice de culte, il y a rarement des structures métalliques parce que c'est plutôt les marchés, c'est plutôt des édifices de loisirs. Mais la synagogue s'accommode sans aucun problème de ce type d'architecture. Et ça fait quand même l'originalité un peu de cette synagogue. Mais le débat va rejaillir car lorsque sous le Second Empire, on va décider de construire des grandes synagogues sous la décision du baron Haussmann, où est la grande synagogue d'aujourd'hui, la grande synagogue consistoriale? Elle est rue de la Victoire dans le 9e. Et on voit bien que d'une certaine manière, le baron a peut-être perdu la première manche, mais il a peut-être gagné la deuxième. Une particularité de cette synagogue est d'avoir un caractère un peu oriental. Et c'est très tôt, puisqu'elle est inaugurée en 1852. Et c'est même tellement oriental, d'ailleurs, que les Parisiens de l'époque l'aperçoivent comme un édifice un peu étrange. Une autre synagogue importante de Paris qu'il faut découvrir. La synagogue, justement, de la rue de la Victoire. Et donc, dont l'intérêt est d'être la plus grande synagogue de France, parce qu'elle a un statut évidemment officielle de grande synagogue consistoriale. C'est là que sont les sièges du grand rabbin de France, du grand rabbin de Paris. Et donc, évidemment, on a donné à cette synagogue une architecture très grandiose, éclectique pour l'essentiel, un peu issue de l'art roman, parce que c'est une forme d'intégration dans la culture française. Mais ce qui est caractéristique, c'est que cette synagogue a une magnifique façade qui se développe sur une toute petite rue, car on a refusé à l'époque. On ne pouvait pas, non? Non. C'était pas dit officiellement, mais il y a eu des oppositions à ce qu'elle s'ouvre sur une grande rue. On comprend justement, parce qu'elle est inaugurée en 1874, que dès cette époque, il y a eu aussi des courants juifs qui refusaient un peu ce type de grands édifices très ostentatoires. Alors bien sûr, idéal pour les grands mariages des grandes familles juives, mais peut-être pas à l'image de ce que serait en profondeur le lieu de culte juif où se réunissent une petite communauté. Donc elle n'est même pas orientée vers Jérusalem, la synagogue de la rue de la Victoire. Ah ben oui, la ville a donné le terrain. On ne va pas en plus exiger de la ville qu'elle donne un terrain orienté vers Jérusalem. Seul l'oratoire est orienté vers Jérusalem. Et donc, la prochaine étape est la synagogue centrale de Paris, la Victoire. Et je vais rencontrer son rabbin, Moshe Sebag. Bonjour Rav. Bonjour Isaac. Merci de m'avoir accueilli ici dans la synagogue de la Victoire à Paris. Oui. Un lieu historique très important, au niveau bien sûr historique, mais religieux aussi, et surtout... comme dans toutes les personnes, avec les personnes que je rencontre, je veux connaître et un peu du passé, mais aussi
la vie quotidienne, parce que c'est ça qui est important, le judaïsme aujourd'hui. Oui, bien sûr. On peut parler de la vie aujourd'hui, mais il est important de ne pas oublier l'histoire de cette synagogue, parce que l'histoire est présente, toujours. Cette synagogue est un symbole fort pour le judaïsme français. C'est un lieu où le message est déclaré et dit pour l'ensemble de la communauté française. Vous pouvez voir ici les deux sièges, qui sont les statuts officiels du grand rabbin de Paris et du grand rabbin de France, le président de la communauté de France et le président de la communauté de Paris. Ceci commence depuis 1808, lorsque Napoléon a décidé d'organiser un corps qui puisse travailler avec eux, qui vont représenter la communauté juive de France, ce qu'on appelle les consistoires. Jusqu'à aujourd'hui, les consistoires englobent parti laïque, président, parti religieux, le grand rabbin de France. Et c'est eux qui transmettent le message du gouvernement à la communauté juive de France. Ici, il y avait un hôtel particulier de Napoléon Ier. Et Napoléon III, l'empereur, il donne ce lieu et on construit la grande synagogue de Paris. Cette synagogue a marqué l'histoire de la terre d'Israël. En 1890, les capitaines Dreyfus s'est marié dans cette synagogue. 1894, l'affaire Dreyfus. Il est jugé, il était accusé d'espionner pour les Allemands. Il était arrêté 2 jours après Kippour. La fête des Sukkot, arrive ici Théodore Herzl, qui était un journaliste. Il était un journaliste, pas pour l'affaire Dreyfus, journaliste tchèque. Mais il voit l'antisémitisme dans la rue. Il ne comprend pas. Les Juifs émancipés, il est français plus qu'un Juif. Il s'est éloigné de toute signe qui peut l'identifier en tant que Juif. Il est habillé comme les Français, il mange comme les Français. Il apprend la littérature. Et comment on peut le dire maintenant que les Juifs sont là pour détruire la France, sale Juif, quoi. Ils ne pouvaient pas... Et même il écrit sur ça en journal autrichien, il voit qu'on ne publie pas. Et là, il dit, il faut un État. C'est incroyable. Il faut un État. Et ici, dans cette synagogue, il rencontre les grands rabbins de France de l'époque, il s'appelait Zadokan, qui lui fait rencontrer Edmond de Rothschild, qui est assis ici au premier banc. Jusqu'à aujourd'hui, les descendants sont assis dans cette synagogue à Kippour, à Rosh Hashanah. Edmond de Rothschild répond à Théodore Herzl, écoute, j'achète la terre en Israël, j'ai déjà acheté. Zichron Yaakov, Rishon LeZion, Maskeret Batia. J'achète la terre pour les réfugiés qui quittent l'Europe de l'Est. Et c'est vrai. Mais votre rêve, votre programme me paraît un petit peu fou. Il a rencontré ici aussi le baron de Hirsch et d'autres, vous voyez, et on n'a pas pris en sérieux, mais il continue son rêve. Et même un fidèle ici, il a imprimé Alt-Neuland, l'État juif, qu'il a fait son rêve. Et en fait, l'idée politique d'un État est née ici. Aujourd'hui, la synagogue, elle vit, elle est toujours un phare pour le judaïsme parisien et pour la France. De cette synagogue, une fois par an, il y a en direct la cérémonie pour les déportés, une semaine avant Rosh Hashanah, que tout citoyen français n'oublie pas ce qui s'est passé, qu'on a voulu exterminer un peuple parce qu'ils étaient juifs, tout simplement. Ici, le jour de la dépendance d'Israël, il y a 2000 personnes qui fêtent Israël. Le jour de la réunification de Jérusalem, il y a ici une grande fête.
Et l'ambassade d'Israël font ici leur événement. Et les gouvernements, lorsqu'il arrive quelque chose en France, la cérémonie se passe ici. Moi, je vois ici tous les présidents depuis que je servis cette grande synagogue. Mais il y a une vie ici, surtout une vie communautaire. Ça veut dire qu'il y a des enfants. Il y a 150 enfants au Talmud Torah. Il y a beaucoup de synagogues ici. Oui. J'ai tout de suite ce sentiment d'être pas seulement dans une synagogue, donc un lieu très important, nécessaire, mais dans une famille. Donc je me sentais dans le peuple. En vérité, ce message de famille, les enfants, les jeunes, les étrangers, tout le monde qui vient ici est accueilli. Et donc on se sent, on a ce sentiment de faire partie d'un peuple. J'ai eu tout de suite vraiment ce sentiment très fort. Je pense en Italie, en Angleterre, ce qui est important lorsque vous arrivez à la synagogue, vous vous sentez chez vous. C'est ça. Parce que nous sommes un seul peuple. 2000 ans de diaspora. 2000 ans de diaspora. Qu'est-ce qui a fait durer ce peuple? Nous sommes une grande famille. C'est ça. La famille, il y a un enfant qui pratique moins, qui pratique plus, qui sa relation avec Dieu est différente que l'autre. Des fois, il sent qu'il ne croit pas. Des fois, il est à la recherche. Des fois, il est rebelle. Je ne veux plus. Mais lorsqu'il est en famille, c'est toujours qu'il peut revenir. Voilà. Le rôle de rabbin, c'est aimer profondément les gens. C'est d'être à l'écoute des gens. Je retourne dans le Marais, à la synagogue de la rue Pavée. Rav Chaim Yaakov Rothenberg, le Rouve, a été le troisième grand rabbin de cette synagogue. Il a eu une influence importante dans divers domaines, et en particulier en créant la yeshiva, le kollel et l'école Yad Mordechai. Son deuxième fils, Mordechai Rothenberg, est l'actuel grand rabbin de la communauté. La synagogue de la rue Pavée est évidemment très originale pour plusieurs raisons. Non seulement parce qu'elle est faite par un architecte célébrissime, qui est Hector Guimard, l'architecte du métro parisien, en 1914. C'est-à-dire c'est un peu tardif par rapport à l'Art Nouveau, mais c'est quand même un très très bel édifice. Mais c'est surtout que c'est une synagogue orthodoxe et qu'il y a une forme, alors apparemment de paradoxe, entre le fait que des juifs orthodoxes, plutôt originaires de Russie et de Pologne, font appel à un architecte art nouveau, moderne, qui est vraiment qualifié de moderne, pour construire leur synagogue. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre le souci de ces juifs immigrés, parfois assez récemment, de construire une belle synagogue, dans le Marais, bien sûr, on est rue Pavée, on est quand même dans le Marais, mais qui soit, si vous voulez, suffisamment grande et belle pour que leurs enfants viennent. Et c'est dit dans les textes d'un des responsables, M. Landau, qui est un des fondateurs de cette synagogue. Il explique, oui, nous, on aime nos petites choules cachées, mais est-ce que nos enfants viendront encore? Alors que, bien évidemment, ils sont tentés d'aller dans un édifice. Alors, ils ont essayé de négocier avec le consistoire. Par exemple, que la rue des Tournelles, qui est peu fréquentée à cette époque, leur soit attribuée. Mais évidemment, ils sont orthodoxes et le consistoire ne peut pas concevoir qu'un rabbin orthodoxe règne dans la synagogue de la rue des Tournelles. D'où le fait qu'il n'y aura pas d'accord. Et ils vont construire cette très très belle synagogue, vraiment très originale. C'est la seule de France qui est ce style Art Nouveau. C'est l'unique. Ah oui, absolument. Pavée, c'est donc l'unique synagogue orthodoxe de Paris. Je reste dans le Marais. Il ne me reste qu'à aller dans la 4e grande synagogue, les Tournelles, qui se trouve juste derrière la place des Vosges. Donc la synagogue des Tournelles, c'est une des 4 grandes synagogues de Paris. Absolument. Elle est d'ailleurs construite en même temps que la synagogue de la rue de la Victoire, ce qui est très symbolique, puisque ce sont les 2 grandes synagogues, d'ailleurs, construites, et encore aujourd'hui appartenant à la ville de Paris, parce qu'avec une partie des fonds parisiens sur des terrains appartenant à la ville, ce qui a coûté plusieurs millions de francs de l'époque, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, qu'une ville accorde de tels subsides pour construire des synagogues. Mais c'est très symbolique, si vous voulez, de l'intégration des Juifs sous le Second Empire, est vraiment très nette, très très forte. Alors, ce qui est intéressant dans la synagogue, sur le plan architectural, de la synagogue de la rue des Tournelles,
c'est qu'elle aussi, comme elle est dans une parcelle très difficile, mangée sur un ancien hôtel particulier qui est lié à la place des Vosges derrière. Donc on est au XVIe siècle, Henri IV. Et ils ont intégré la synagogue à l'intérieur de cette parcelle, donc c'est très très difficile, d'où le recours à une architecture métallique des établissements Eiffel, justement. Et donc, ça lui donne un caractère. Alors, à la fois, elle est très, très lumineuse, hein, grâce, justement, à cette possibilité, à cet usage de l'architecture métallique qui permet de dégager les espaces. Donc, c'est une très belle synagogue, là encore, très spacieuse et très symbolique de ce qu'on pourrait presque appeler la réforme. C'est un lieu de prière, c'est un lieu de Torah. Il y a des cours qui sont donnés. Maintenant, c'est sûr que la particularité de cette synagogue, c'est qu'elle se situe dans ce quartier qu'on appelle le quartier du Marais. La particularité aussi de cette synagogue, c'est que l'architecte de la synagogue, c'est un des élèves de Baltard. Bon, tout le monde connaît bien évidemment Baltard sur Paris. Et également, ce que l'on peut remarquer au niveau de l'architecture, et c'était certainement la particularité de cette synagogue par rapport aux autres grandes synagogues de Paris, c'est que quand on voit par exemple les arceaux sont en métal et les arceaux sortaient des forges de Eiffel. Donc ça veut dire que, sur le plan historique, il y a quelque chose d'assez particulier. Donc c'est pour ça que c'est une synagogue qui est assez prisée pour les étrangers, pour les touristes. Et c'est vrai que, honnêtement, ça vaut le coup d'œil. Donc c'est une très très belle synagogue, encore une fois, qui a sa spécificité. Et ici, au Tournelle, quel rite Alors le rite, c'est le rite constantinois. Donc c'est l'Algérie, mais c'est Constantine, donc c'est un rite, on va dire, particulier. Et donc il y a toute une tradition liturgique et que l'on essaye de maintenir vivace. Un choc, oui, c'est ça. Mais c'est un lieu indispensable, pas seulement pour donner une place à nos morts, mais surtout pour rappeler et jamais oublier. Le musée du mémorial de la Shoah se trouve dans le Marais. Et malgré tous les noms qu'on peut lire, c'est un lieu de vie. Tous les jours passent des visiteurs, et parmi eux, des anciens déportés ou fils de déportés qui cherchent les noms de leurs chers. Ces noms sont la force du peuple juif. Cette mémoire, c'est la flamme qui ne s'éteindra jamais, la flamme de la vie d'un peuple. En plus du musée, il y a la fondation du mémorial de la Shoah, qui fait le travail de cette mémoire à travers plusieurs actions. Et une des âmes, les bras opérationnels de la fondation, est Isabelle Cohen. Qu'est-ce que c'est la singularité du judaïsme à la française? Merci pour cette belle question. Alors, on aime toutes les judaïcités, elles sont toutes savoureuses, hein, elles ont toutes un goût particulier. Mais le judaïsme à la française, je pense, et on peut le démontrer, que c'est un des judaïsmes les plus puissants intellectuellement et spirituellement du monde. Et donc ce judaïsme magnifique qui a engendré Rachi, quand même, qui est le plus grand commentateur juif de tous les temps, et la controverse maïmonidienne au Moyen-Âge a entraîné la mise par écrit du Zohar, certes en Espagne, mais c'est à cause de ce qui s'est passé en France, hein, cette polémique à propos de Maïmonide, que finalement le Zohar a été mis par écrit. Et d'ailleurs, on dit que Louria, ce grand kabbaliste, il venait peut-être des pays de la Loire. Et enfin, troisième apport très important, c'est tout simplement Herzl, si je puis dire. Parce que c'est quand il était en France qu'il a couvert le procès de Dreyfus. Et il était à l'Assemblée nationale avant, ça s'appelait pas l'Assemblée nationale, mais c'est la même chose. Il voyait l'anti-judaïsme et surtout le fait qu'une affaire Dreyfus ait pu éclater en France, et qu'il a commencé à faire son travail pour qu'on retourne à la maison. Donc la France a donné énormément, il y a une dette terrible du peuple juif à l'égard de la France, il y a entre l'âme juive et l'âme française quelque chose de très fort qu'il faut pouvoir maintenant diffuser, il faut qu'on traduise, il faut qu'on fasse connaître, il faut qu'on fasse savoir, parce que ça va réchauffer les cœurs. Et surtout, ça va témoigner de cette histoire d'amour possible entre nous et les nations. C'est une de nos plus grandes fiertés pour la commission culture juive. Bon, je parle en mon nom, mais quand même. Donc les éditions Gallia sont venues nous voir. Ils ne nous connaissaient pas quand les 2 premiers volumes sont sortis. Et après, on les a soutenus pour tous les autres volumes. Donc c'est les Mikroch-Dolot, c'est-à-dire que c'est la traduction en français de ce que tout le monde lit quand on veut étudier la paracha de la semaine. Donc on a chaque fois la paracha avec tous les grands commentateurs. Donc Rashi, Torah Tmima, enfin tous ceux que tout le monde connaît.
Diftei Chachamim, etc. Sforno, bien sûr. Il est là. Traduit en français. Avec les meilleurs traducteurs possibles et imaginables. C'était un travail de titan, un travail de géant. Et pourquoi je dis qu'on est les seuls à l'avoir fait? Parce que, oui, bien sûr, et on adore les Américains, on aime tout le monde, dans certaines collections, ArtScroll, par exemple, qu'on connaît, ben, c'est pas les commentateurs juxtaposés, c'est synthétisé, compacté. Donc, du coup, quand on veut étudier la paracha, ben, on a déjà une espèce de mixture, alors que là, on peut se balader de maître en maître, de chacham en chacham, selon chacun sa sensibilité. Parce qu'il y en a qu'on préfère à d'autres, qu'on comprend mieux, selon notre âme, selon notre intellect, selon nos besoins, notre chagrin aussi, ou notre joie, voilà. Et on est, mais archi fiers que l'argent de la fondation dont on connaît l'origine ait pu servir à ça. Et maintenant, une autre histoire des familles. Ciao Clément. Ciao. Ciao. Alors, je suis à Paris à la découverte du judaïsme français, mais parisien. Mais j'aime raconter aux gens surtout des histoires personnelles, quotidiennes, de rentrer dans la vie des Juifs. Et je sais que ta famille, tu as une histoire personnelle très importante et importante, je pense. Du côté de mon père, ce sont des Juifs français depuis la nuit des temps. Depuis très longtemps, ça se perd, ça remonte au moins jusqu'au XVe siècle, de plein de régions différentes, parce qu'on sait qu'il y a des Juifs en France depuis l'Antiquité. Mon père est né à Paris, mon grand-père est né à Paris, mon arrière-grand-père est né à Paris, je crois que même mon arrière-grand-père, ils sont tous nés à Paris, mais ils étaient Juifs. C'est à l'image de du destin du peuple juif. Ils ont toujours gardé, selon les époques, une conscience d'être juif, qu'il y avait quand même quelque chose d'important, avec les critères de l'époque. Et mon grand-père, miraculeusement, est sorti de Drancy. Je crois que c'est pas arrivé à beaucoup de gens. Il est sorti de Drancy, paraît-il maigre comme un clou, au bout de quelques semaines. Et là, il a compris que c'était une question de vie ou de mort. Et ils sont partis se cacher à Marseille. Quelqu'un lui a dit, on a besoin d'une génération qui sera là pour transmettre la Torah aux enfants qui n'auront plus de parents. Et il a dit, mais moi j'y connais rien, je sais le grec, le latin, je connais mes classiques, mes humanités, comme on disait. Et il a dit, oui, mais on a besoin de toi. Et il s'est retrouvé au fin fond d'une ferme, au sommet d'une montagne d'Auvergne, caché chez des fermiers. Et il a découvert à ce moment-là, ce petit intellectuel parisien, enfin de formation intellectuelle classique. Il a appris la Torah, il a appris l'hébreu, il a découvert le judaïsme et au sortir de la guerre, il nous l'a transmis. Mes frères et sœurs et moi-même, on est le produit de cette époque de juifs un peu perdus dans les vicissitudes de l'histoire, ainsi que c'est annoncé dans la Torah, loin de tout, et qui, à l'occasion d'événements dramatiques, redécouvrent leur judaïsme. Et la vie de beaucoup des Juifs, on peut la retrouver dans les archives de l'Alliance israélite universelle. Un trésor de mémoire. Ciao Jean-Claude. Bonjour. On est à Paris et on est dans un lieu important pour les archives de l'histoire juive. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu peux me raconter sur la AIU? Ici, on est donc à l'Alliance israélite universelle, dans un des bâtiments de l'Alliance israélite universelle à Paris. Ce bâtiment, c'était d'abord le bâtiment de ce qu'on a appelé l'école normale israélite orientale. C'est l'endroit où l'Alliance, vous savez, l'Alliance, son rôle, ça a été de construire des écoles pour les Juifs dans le monde entier, surtout autour du bassin méditerranéen. Et les enseignants de ces écoles étaient formés ici. Dans ce bâtiment, aujourd'hui, on trouve une école primaire de l'Alliance israélite universelle, avec des petits-enfants jusqu'à une dizaine d'années, une communauté juive, des gens qui viennent prier chaque Shabbat et pour les grandes fêtes, et puis la bibliothèque de l'Alliance. Donc là, on est en ce moment dans les locaux de la bibliothèque de l'Alliance. Alors cette bibliothèque, c'est une des plus importantes bibliothèques juives en Europe, et une des plus anciennes aussi. Elle existe depuis les tout débuts de l'Alliance, depuis 1860. Et c'est une collection qui a été rassemblée et qui propose des documents très très précieux, d'accord, des documents rares et précieux, des manuscrits du Moyen-Âge, on a des écrits de la main de Maïmonide,
on a des choses comme ça, des manuscrits enluminés, on a les premières éditions de à peu près tous les textes importants du judaïsme, l'édition Princeps du Zohar de Mantoue, la Bible de Ferrar, c'est des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment la bibliothèque de patrimoine. Ici, vous allez trouver des archives sur ce que l'Alliance a fait en Palestine ottomane et mandataire, mais aussi en Syrie, en Iran, en Irak, vous voyez, dans tous ces pays qui, aujourd'hui, ne contiennent plus de juifs ou très peu. Donc c'est un élément très important pour écrire l'histoire. Et on a aussi des éléments graphiques, on a bien sûr des livres, des brochures, des journaux, mais aussi beaucoup de photographies. Voilà. C'est important, et tout ça, on est en train de le mettre à disposition de tout le monde sur une bibliothèque numérique très précieuse pour la recherche historique, mais on peut aussi faire des recherches de généalogie. Si vous avez un ancêtre qui a été dans une école de l'Alliance, principalement qui a été un enseignant de l'Alliance, ils racontent leur vie aussi. Ah oui. Ils racontent donc c'est ça que j'aime, parce qu'on rentre dans la vie quotidienne. Exactement. Le quotidien. Ce sont des archives, non pas au niveau de l'institution très distanciée, mais vraiment au niveau du quotidien et de la vie juive de ces époques, avec les bons et les mauvais côtés. Parce qu'il y a aussi beaucoup de témoignages d'agressions ou de grandes difficultés que subissent les Juifs dans beaucoup de ces pays. Là, c'est une poésie. Alors, je ne saurais pas les détails, mais c'est une poésie pour une fête juive et en l'honneur de l'association Kol Israël Chaverim, c'est-à-dire l'Alliance israélite universelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre ici, dans cette bibliothèque? Voilà. Alors la bibliothèque n'était pas ici, elle était dans un autre endroit à Paris, rue La Bruyère, dans le 9e arrondissement, mais elle a été victime des énormes vols et pillages qu'ont fait les nazis un peu partout en Europe. On connaît bien le pillage des œuvres d'art, le pillage des meubles, des appartements et tout, mais on sait moins que les bibliothèques ont été aussi des cibles pour les nazis. Et la bibliothèque de l'Alliance, qui était déjà une très grande bibliothèque dans les années 30, a été visée par des groupes de l'armée allemande et des nazis, et ils ont enlevé tous les contenus de la bibliothèque, donc qui se retrouvaient rue La Bruyère avant. Donc il y a des centaines et des centaines d'énormes caisses qui ont été volées, mises dans des camions, mises dans des trains pour être envoyées en Allemagne. Dans une bibliothèque, c'est ça qui est incroyable, ils n'ont pas détruit ces livres, ils n'ont pas brûlé ces livres, ils les ont réunis dans une bibliothèque à Francfort, qui était pendant quelques années la plus grande bibliothèque juive du monde. Parce que c'est simplement constitué de livres volés. Voilà. Ah oui, mais c'est une histoire incroyable. Et vous avez récupéré après ces livres? Alors, une grande partie de ces livres et archives ont été récupérés par les troupes américaines, surtout, ou anglaises. Et eux, ils ont fait un énorme centre de traitement, de tri, et tout ce qu'ils pouvaient restituer, ils l'ont restitué. Et il y a un autre épisode important aussi dans cette aventure des livres et des documents juifs pendant la guerre, qui n'est pas très connu, c'est que les Russes, quand ils ont envahi l'Allemagne à la fin de la guerre, ils ont aussi pillé tout ce que les nazis avaient déjà volé. Et les médias juifs aujourd'hui? Ciao Bernard. Bonjour. Nous sommes à Radio Shalom, à Paris. La radio qui fait l'information sur la France et Israël. Le slogan de Radio Shalom, c'est Radio Shalom, la radio qui vous écoute. Parce que c'est très important aujourd'hui pour les Juifs de France et d'Israël d'avoir une radio qui les écoute. D'abord, qui déjà leur donne la parole. On a un forum tous les soirs à 18h30 et aussi qui donne une autre version des faits. Radio Shalom, c'est une radio qui est dirigée par les journalistes de la station. C'est-à-dire c'est la rédaction qui s'occupe de son développement et donc de son droit à la parole, de son outil qui lui permet de s'exprimer et qui permet aux Juifs de France de s'exprimer. Donner la parole, s'exprimer, transmettre. Ici, dans la capitale du judaïsme français, après avoir rencontré et écouté tant d'histoires, la nuit tombe et je laisse la parole aux images. Dimanche. La souka. Alors la souka, c'est un objet... Bonjour Rav,
Bonjour Isaac. Merci. Sì, perché non devi dare le spalle. No, non devo dare le spalle alla Torah. Ah già, è vero. Ah già. Ish Asher Ruach Bo, vous avez l'esprit Ouais. de comprendre tout Dedans. le monde. Oev Abriot, כן. Mekarvan la Yahadut, tu aimes Ouais. les gens, tu les approches au judaïsme. Be Omanut Hamedia, Ah. dans l'art כן, de de l'art média. de média, כן.